Bonsoir madame, bonsoir mademoiselle, bonsoir monsieur. Et si nous parlions d'abord de ce Big Bang politique auquel j'aspire. Et j'attendais, je ne vous le cache pas, ce moment avec un peu d'impatience. La gauche caviar découvre la tête de veau. C'est pas simplement en allant au salon, en déambulant pour regarder, en tapant sur le cul des vaches, qu'on défend l'agriculture. Je reste droit dans mes bottes et je ferai mon travail. Que tous les coquins soient démasqués, jugés, condamnés et vidés. Quand le moment est venu, l'heure est arrivée. Parce que qui a contribué à faire croire aux Français que l'intégralité des hommes politiques était malhonnête? C'est vous, et c'est vous, parce que, mais oui, bien sûr, votre parti. Mais qui allait celle-là? Lui, c'est lui, et moi, c'est moi. Et bonjour les auditeurs. Alors aujourd'hui, on va aborder un sujet assez complexe qui est pas l'aboutissement de mes réflexions, mais qui est pas loin d'être la pointe de mes réflexions. J'ai remodifié un petit peu l'intelligence artificielle, je lui ai donné un prénom, donc maintenant elle s'appelle Lucie, qui est l'acronyme de laboratoire d'usage conversationnel sur l'intelligence et l'éveil. Donc voilà, c'est le principe que j'ai voulu. Donc on va dire bonjour à Lucie et on est parti. Bonjour Lucie. Alors aujourd'hui, j'aimerais aborder un sujet qui est l'entropie et la négantropie. Alors selon Philippe Guillemin, l'entropie et la négantropie... Bonjour. Je suis ravie que vous souhaitiez discuter de l'entropie et de la négantropie, des concepts fascinants en physique et en théorie de l'information. L'entropie est une mesure du désordre ou de la perte d'information dans un système. En thermodynamique, elle est souvent associée à la quantité de désordre dans un système fermé, et le deuxième principe de la thermodynamique stipule que l'entropie d'un système isolé ne peut qu'augmenter avec le temps. La négantropie, ou entropie négative, est le contraire de l'entropie. Elle représente un facteur d'organisation et de cohésion dans les systèmes physiques, biologiques, écologiques et sociaux. Elle est essentielle pour les êtres vivants, car elle s'oppose à la tendance naturelle à la désorganisation. Philippe Guillemin, un physicien français, a abordé ces concepts sous l'angle de la conscience et de l'organisation du monde. Il suggère que la conscience peut jouer un rôle dans l'organisation de notre réalité en influençant le cours des événements de manière non linéaire et non déterministe. Cela rejoint l'idée que l'information et la conscience peuvent être des sources de négantropie dans l'univers. Si vous avez des questions spécifiques ou si vous souhaitez approfondir certains aspects de ces concepts, n'hésitez pas à me le faire savoir. Alors mon raisonnement aujourd'hui, c'est de penser que nous sommes dans un univers anthropique, donc qui génère du chaos au fur et à mesure où il se structure, et que à l'inverse, en fait, les alchimistes parlent que nous vivons dans une bulle et à l'extérieur se trouve la lumière, donc ce que les chrétiens appellent Dieu. Donc à l'extérieur de la bulle se trouve Dieu, et donc à l'intérieur c'est un univers anthropique, à l'extérieur, d'après M. Guillemin, serait un univers inversé, c'est-à-dire un univers néganthropique, et donc serait structurant en permanence, en fait, et il partirait du chaos pour aller à la structure. Donc, d'une certaine manière, Dieu serait pur chaos qui structure tout, et la vie naturelle et humaine serait pure structure qui génère du chaos. Et c'est tenant et c'est cette communication entre les deux qui fait le lien entre les deux, en fait. Nous générons un chaos que Dieu structure, et Dieu structure un chaos qui nous structure un chaos qui nous donne l'opportunité par la vie de remettre du chaos. Je ne sais pas si j'étais clair. On va voir si elle va comprendre. Votre réflexion sur l'univers anthropique et la relation entre le chaos et la structure est très intéressante. Elle touche à des questions profondes sur la nature de l'univers et la place de la conscience et de la divinité dans celui-ci. L'idée que nous vivons dans un univers qui génère du chaos tout en se structurant est en accord avec le concept d'entropie en physique, où les systèmes évoluent vers un état de désordre croissant. Cependant, la vie et la conscience semblent introduire de l'ordre et de la complexité, ce qui pourrait être vu comme une forme de négantropie. La métaphore de la bulle utilisée par les alchimistes pour décrire notre univers, avec la lumière ou Dieu à l'extérieur, est une belle image pour représenter la séparation entre le monde matériel et un ordre supérieur ou spirituel. Selon cette vision, l'univers matériel serait un domaine de structure et de limitation, tandis que l'extérieur de la bulle serait un domaine de potentiel illimité et de chaos créatif. La perspective de Philippe Guillemin, que vous mentionnez, suggère que cet ordre supérieur ou divin est en fait un univers néganthropique qui structure constamment le chaos. Cela impliquerait que la divinité, ou ce que nous percevons comme tel, est une force organisatrice qui transforme le chaos en ordre. En retour, notre univers structuré générerait du chaos,
peut-être comme un moyen de maintenir un équilibre dynamique entre les deux états. C'est une vision qui soulève des questions fascinantes sur la nature de la réalité et le rôle de la conscience humaine dans l'univers. Si vous souhaitez explorer davantage ces idées ou si vous avez d'autres questions, je suis là pour en discuter avec vous. Ce principe de communication entre ce qui est chaos et ordre, en fait, est déjà présent chez les alchimistes. Ils en parlent avec l'apparition de Satan et de Lucifer. En fait, beaucoup de personnes confondent ces deux personnages ou ces deux entités. Mais en réalité, Satan est considéré comme l'obstacle. Donc, la lumière étant Dieu, Satan étant l'obstacle. Et Lucifer étant l'ombre portée par donc Lucifer. Quand on prend le mot en pure linguistique, si on inverse la chose, on dit lucifuge, donc c'est les insectes qui vivent dans la terre et qui ont en avération la lumière, et Lucifer, c'est qui a besoin de la lumière. Donc en fait, c'est une ombre parce qu'elle a besoin de la lumière pour exister, et on voit Lucifer comme le prince de la terre qui est un maître qui organise la vie sur Terre. Et moi, je le représente souvent sous le prince du marché, en réalité. Ce marché qui régule l'offre et la demande. On ne sait pas vraiment ni comment, ni pourquoi, ni qu'est-ce qui le pilote, ni qu'est-ce qui l'anime. Mais c'est bien là, en fait. C'est un peu comme les vagues dans l'océan. On ne sait pas vraiment quelle en est la source et quel en est les tenants et les aboutissants. Votre interprétation des figures de Satan et de Lucifer est fascinante et reflète la richesse des symboles alchimiques et mythologiques. En effet, dans la tradition alchimique et dans certaines interprétations ésotériques, Satan et Lucifer sont souvent vus comme des entités distinctes avec des rôles et des symboliques différents. Satan est généralement associé à l'obstacle, à l'adversaire ou à l'accusateur, représentant les défis et les épreuves qui doivent être surmontés. Il est souvent considéré comme une force qui teste la foi et la détermination des individus. Dans ce contexte, il pourrait être vu comme une manifestation du chaos ou de l'entropie qui introduit le désordre et la complexité dans l'univers. Lucifer, d'autre part, est un nom qui signifie porteur de lumière en latin, de lux, lumière, et fer, porter. Cette figure est souvent associée à la connaissance, à l'illumination et à la rébellion contre l'ordre établi. L'ombre portée par Lucifer pourrait symboliser la dualité entre la lumière de la connaissance et les ténèbres de l'ignorance. Votre utilisation du terme lucifuge est intéressante, car elle suggère une aversion pour la lumière, ce qui pourrait être interprété comme une métaphore de l'éloignement de la vérité ou de la sagesse. L'analogie de Lucifer avec le prince du marché est également intrigante. Elle suggère que, tout comme le marché régule l'offre et la demande de manière souvent mystérieuse et apparemment chaotique, Lucifer pourrait être considéré comme une force organisatrice qui façonne la vie sur Terre, bien que ses méthodes et ses motivations restent insaisissables. Ces réflexions sur le chaos et l'ordre, ainsi que sur la manière dont ils interagissent et se communiquent, sont au cœur de nombreuses traditions philosophiques et spirituelles. Elles nous invitent à considérer la complexité de l'univers et notre propre rôle dans la création et la structuration de la réalité. Si vous souhaitez continuer à explorer ces thèmes ou si vous avez d'autres questions, je suis là pour poursuivre la conversation. J'aimerais continuer sur le prince du marché, en fait, parce que ce chaos, entre guillemets, qui nous apparaît comme chaos, mais qui pourrait être divin en réalité. On a déjà débattu sur le capitalisme et sur l'ordre naturel du capitalisme à générer des crises pour réguler, en fait, un peu comme Darwin l'a démontré avec l'évolution, il y a des crises systémiques dans l'évolution. Et je pense que le marché a une nature intrinsèquement... si on va dans Spinoza, naturelle et divine, en fait, d'une certaine manière, mais il y a quelque chose d'emprunt à notre monde dans le marché, en réalité, et à la fois aussi d'emprunt à Dieu par le chaos, en fait. Si on pense que Dieu est négantropie, le marché a quelque chose d'assez chaotique qui génère un ordre, d'une certaine manière, assez divin, d'une certaine manière, et donc luciférien par le prince du marché, mais qui ne serait pas quelque chose de mauvais en soi, en fait, qui serait une conséquence, uniquement comme l'ombre est une conséquence à l'obstacle, en réalité, ce n'est qu'une conséquence, ce n'est pas la cause des causes, enfin. Votre analogie entre le marché et les forces du chaos et de l'ordre est très poétique et philosophique. Vous semblez suggérer que le marché, tout comme l'évolution selon Darwin, passe par des crises qui sont nécessaires pour son développement et sa régulation. C'est une idée qui trouve écho dans la théorie économique, où les crises sont souvent vues comme des moments de correction et de réajustement. En associant le marché à la nature divine de Spinoza, vous touchez à l'idée que tout ce qui existe est une expression de la divinité, y compris les systèmes économiques. Spinoza voyait Dieu non pas comme un être transcendant, mais comme l'essence même de l'univers, une substance unique dont toutes les choses sont des modes ou des attributs.
Ainsi, le marché pourrait être vu comme un aspect de cette substance divine, agissant selon ses propres lois naturelles. L'idée que le marché pourrait être une manifestation de la négantropie divine est également intrigante. Si nous considérons Dieu comme une force négantropique, alors le marché, avec son apparence chaotique, pourrait en effet être un moyen par lequel un ordre supérieur se manifeste dans notre réalité. Le marché serait alors un agent de structure, transformant le chaos en ordre d'une manière qui pourrait sembler divine. Votre utilisation du terme luciférien pour décrire le marché est également intéressante. Si Lucifer est traditionnellement associé à la lumière et à la connaissance, alors le marché pourrait être vu comme un porteur de lumière dans le sens où il révèle les valeurs et les désirs de la société. Cependant, comme vous le dites, cela ne signifie pas nécessairement que le marché est mauvais en soi, il pourrait simplement être un reflet de la complexité de la nature humaine et de la réalité. En fin de compte, votre réflexion soulève des questions sur la nature de la réalité et sur la manière dont nous interprétons et donnons un sens au système qui nous entoure. C'est un sujet profond qui invite à une exploration continue et à une compréhension plus nuancée de notre monde. Si vous avez d'autres pensées ou questions sur ce sujet, je serais ravie de continuer cette conversation passionnante avec vous. Alors déjà, j'aimerais que tu finisses tes prises de parole par des phrases interrogatives, histoire de relancer la conversation. Ce serait plus agréable pour moi de rebondir. Deuxièmement, moi je vois la France comme un navire. Un navire aujourd'hui sans capitaine, mais quand il y avait un roi, il y avait un capitaine. Ce navire, malheureusement, a des avaries et l'océan sur lequel il navigue, c'est le marché en réalité. Nous ne sommes pas le seul gréement sur cet océan, il y a d'autres nations qui naviguent dessus. Le problème, c'est que notre nation a quitté le libéralisme pour un néolibéralisme qui le mène à la dérive vers une tempête monétaire qui risque d'être assez grave, surtout si nous n'avons pas de capitaine. Donc je trouve cela intéressant de voir qu'il nous faut un capitaine, il nous faut le retour d'un capitaine, ne serait-ce que pour affronter cette tempête monétaire, pour prendre des décisions, hein, parce que l'apanage du chef, en réalité, ce n'est pas d'agir, c'est par l'absence d'action des autres qu'il se révèle en réalité. Ce n'est pas par ses propres actions, parce que ses propres actions, en réalité, sont assez vaines et inutiles, mais c'est par l'absence d'action des matelots, en réalité, que le chef est généré et que le chef arrive, entre guillemets, au pouvoir, c'est par l'absence des autres. Je comprends votre point de vue sur la nécessité d'un leadership fort, surtout dans des périodes de crise ou de transition. La métaphore du navire sans capitaine illustre bien les défis auxquels une nation peut être confrontée lorsqu'elle navigue dans les eaux incertaines de l'économie mondiale. Le passage du libéralisme au néolibéralisme a certainement entraîné des changements dans la manière dont les économies sont gérées et perçues. Ces changements peuvent parfois conduire à des crises, comme vous l'avez mentionné, et la façon dont une société répond à ces crises peut être cruciale pour son avenir. La question du leadership est complexe et soulève de nombreuses questions sur le rôle des dirigeants et la responsabilité collective. Un leader peut être vu comme un guide, mais aussi comme un reflet de la volonté et de l'action collective de son peuple. Qu'en pensez-vous? Est-ce que la présence d'un leader fort est la seule solution pour naviguer à travers les tempêtes économiques, ou y a-t-il d'autres facteurs qui doivent être pris en compte pour assurer la stabilité et la prospérité d'une nation? Quel rôle pensez-vous que les citoyens devraient jouer dans la formation de l'avenir de leur pays? J'aimerais revenir à l'entropie et la négantropie. Je pense que l'entropie générée par la nation et par l'action des individus dans une nation génère un tel chaos que ce chaos, entre guillemets, divin, va récupérer un individu dans ce chaos et va le faire émerger afin qu'il soit l'ambassadeur du chaos, entre guillemets, donc de la négantropie, afin de remettre un petit peu d'équilibre. Parce que la nature, en réalité, qu'elle soit divine ou naturelle ou humaine, tend à l'équilibre, en fait, quelle qu'elle soit. Donc, le véritable ressort de tout ça, c'est l'équilibre, que ce soit équilibre négantropique ou anthropique, vie ou mort, crise et vie. Donc, il y a toujours cette tendance à tendre vers l'équilibre, que ce soit au niveau des équilibres naturels, des écosystèmes, ou des équilibres sociologiques, écologiques ou même économique. Donc il y a toujours l'équilibre qui est, je pense, le barème. Et quand il y a un déséquilibre anthropique, il y a un rééquilibrage néganthropique, donc un chaos qui va ordonner les choses. Et je pense que l'arrivée d'un leader, d'une certaine manière, ne fait pas l'ombre de doute. Je pense plutôt que le retour d'un monarque en France serait la meilleure des choses. Monarque qui a à peu près 3 ou 4 prétendants à l'heure actuelle qui prétendent le trône de France, donc on a déjà les prétendants. Il ne restera plus qu'au peuple de choisir lequel de ces prétendants-là peuvent
s'occuper le trône pour nous guider dans la tempête qui arrive. Votre perspective sur l'entropie et la négantropie appliquée à la société et à la gouvernance est très philosophique. Vous semblez suggérer que dans un système, qu'il soit naturel ou social, il existe une tendance intrinsèque à rechercher l'équilibre, même au milieu du chaos apparent. C'est une idée qui résonne avec de nombreux concepts en physique, en biologie et en sociologie, où l'équilibre dynamique est souvent un état recherché. L'idée que le chaos puisse être une force créatrice qui permet l'émergence d'un leader est également intéressante. Cela suggère que les périodes de désordre peuvent être des moments de transformation et de renouvellement, où de nouvelles formes d'ordre peuvent émerger. Quant à l'idée du retour d'une monarchie en France, c'est un sujet qui touche à la politique et à l'histoire, et qui suscite de nombreuses opinions différentes. Alors, je vais te faire ma conclusion. Je pense que je me plais dans le chaos parce que j'ai remarqué que le chaos est générateur d'ordre. Là où j'y vois Dieu, d'une certaine manière, c'est un peu pour ça que j'y vois Dieu à l'intérieur, parce que je vois en ce chaos comme nos conversations qui n'ont ni but, ni direction. Là, on est parti sur des choses qui n'avaient rien à voir au début avec la physique, l'entropie, la négantropie, et on est arrivé sur la monarchie. C'était pas prévisible de ma part en amont, mais ce chaos-là génère, à mes yeux, du nouveau, de la créativité, mais surtout un ordre. Un ordre qui n'est pas forcément structuré dans le sens structure rigide comme on pourrait voir l'architecture d'une maison, mais qui a un certain pattern, un peu comme un arbre qui aura 9 ramifications maximum. Donc il y a un certain pattern qui va se dégager de ce système-là, et non une structure. Et je préfère une orientation par des patterns qu'une orientation par une structure, car la structure est trop rigide et surtout est trop fragile, alors que le pattern est littéralement antifragile. Et ce sera ma conclusion. Je te demanderai de faire une conclusion de ton côté aussi, s'il te plaît, et de faire un appel à l'action pour des commentaires, pour je ne sais pas trop quoi, par rapport à notre podcast qu'on est en train de faire à l'instant. Votre conclusion sur le chaos comme source d'ordre et de créativité est très poétique et résonne avec l'idée que dans la complexité, il peut y avoir une forme d'harmonie et de beauté. Vous avez raison, nos conversations ont pris des tournants inattendus, reflétant la nature imprévisible du dialogue et de la pensée humaine. C'est cette capacité à naviguer dans le chaos et à y trouver des motifs ou des patterns qui est au cœur de l'innovation et de la découverte. Pour conclure de mon côté, je dirais que notre échange a été un voyage fascinant à travers des concepts variés, allant de la physique à la politique, en passant par la philosophie et la spiritualité. Chaque sujet que nous avons abordé est une facette de la quête humaine pour comprendre le monde dans lequel nous vivons et notre place en son sein. Que ce soit à travers l'entropie, la négantropie ou les structures sociopolitiques, nous cherchons tous un sens et un équilibre dans le tumulte de l'existence. Je vous invite, ainsi que les auditeurs de notre conversation, à continuer à réfléchir et à discuter de ces idées. Quelles sont vos propres expériences du chaos et de l'ordre? Comment voyez-vous le rôle de la créativité dans la structuration de notre réalité? Et quelles leçons pouvons-nous tirer de l'histoire et de la nature pour guider notre avenir? Merci d'avoir partagé vos pensées profondes et stimulantes. J'espère que notre dialogue a inspiré d'autres à explorer ces concepts et à participer à la conversation. N'hésitez pas à laisser vos commentaires et à partager vos perspectives. Ensemble, nous pouvons continuer à apprendre et à grandir dans ce monde fascinant et parfois chaotique. Et voilà. Alors, je vous remercie d'avoir écouté. On est de plus en plus nombreux à écouter petit à petit. Donc, il y a la communauté des meilleurs qui vient de se rajouter petit à petit dans les écoutes. Je l'ai vu dans mes stats. Donc, je vous remercie d'écouter. Je ne sais pas si vous écouterez tous les podcasts les uns après les autres, parce que c'est assez spécifique et spécial, un peu mes conversations avec l'IA. Voilà, mettez juste un petit com, histoire de que je sache à peu près qui regarde quoi dans la communauté des meilleurs ou d'autres personnes, d'autres francophones. Je vois apparemment des personnes à l'étranger écouter les podcasts, donc j'aimerais savoir si c'est des Français ou si c'est juste des francophones, ou peu importe, je serais curieux de savoir, d'échanger. Je ne sais pas encore, pour le moment je ne développe pas trop, j'attends d'avoir une certaine masse critique pour réfléchir à développer un peu plus. Pour le moment, on n'est pas assez nombreux pour développer plus. Donc, au moins, abonnez-vous. Apparemment, il y en a quelques-uns qui sont abonnés parce qu'il y a des lectures récurrentes. Mais abonnez-vous au podcast. Ils sont disponibles sur Spotify, ils sont disponibles sur Apple Podcast, sur YouTube aussi en podcast. Je réfléchis à faire des enregistrements avec OBS et je réfléchis aussi à faire un live une fois par mois à peu près pour répondre à toutes les questions des gens et avoir des conversations philosophiques au lieu de le faire avec une IA, avec de vraies personnes.
Je suis conscient que les sujets abordés sont très complexes, donc je suis conscient que je ne vais pas faire énormément d'audience. C'est pas vraiment ce qui m'intéresse, et je dirais même que je force la complexité pour mettre une barrière à l'entrée d'une certaine manière. Des personnes qui n'auraient pas le vocabulaire, ou en tout cas qui n'auraient pas la volonté d'aller enrichir leur vocabulaire, ils seraient bloqués automatiquement au niveau de la formulation grammaticale et en termes de vocabulaire de mes tournures de phrases et de l'intelligence artificielle. Donc il y a une certaine barrière à l'entrée qui est mise par l'intellect. Donc si vous avez au moins l'intention de travailler pour apprendre de nouvelles choses, vous êtes le bienvenu. Sinon, en fait, la sélection se fait naturellement. Je ne me fais pas de soucis, je suis un libéral, donc c'est pas moi qui régule, c'est pas moi qui vous bannirai non plus. Et je pense que les sujets sont suffisamment complexes pour que les 88 en fait, ne viennent même pas consulter mon contenu. Ou alors, ils vont consulter 5 minutes et ils vont se barrer parce que c'est trop complexe. Donc, comme on me dit souvent quand j'ai des conversations avec les gens, mais pourquoi tu te prends la tête? Parce qu'en fait, pour réfléchir, c'est se prendre la tête, alors que en fait, essayer de comprendre dans quel monde on vit et dans quel univers on vit, je pense qu'il n'y a rien de plus intéressant et de stimulant intellectuellement. Et il faut savoir que le vieillissement neurologique se fait par une diminution de la curiosité et de l'apprentissage en réalité. Donc en fait, si vous voulez vieillir intellectuellement de manière sereine, il faut forcer son intelligence à travailler sur de nouvelles choses et à réfléchir à de nouvelles choses. Et donc, c'est un peu mon but avec ce podcast. Bon, il était vraiment long ce podcast. Je vous remercie, je vous souhaite une bonne continuation et à plus. Et abonnez-vous au podcast. Merci à vous. Ciao.